spécial de Noël ce soir au Podcast agricole du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ce soir, on va faire un spécial de Noël. Moi, j'avais lancé une invitation de pas sur Facebook pour trouver des chroniqueurs, tu sais, faire des petites chroniques là, une fois semaine. Donc, ça a répondu appel à appel. Donc, j'ai une couple de chroniqueurs que je vais vous présenter. Ils vont se présenter, je veux dire, un ensuite de l'autre, puis ils vont nous dire un peu aussi de quoi qu'ils vont parler. On va commencer aujourd'hui. Marianne a fait déjà des chroniques, mais je l'ai invitée pour qu'elle parle, qu'elle vienne nous jaser un petit peu. Ça va bien, Marie? Yes, toi? Ben oui, ben oui. Hey, il y a pas longtemps, t'es allé au podcast de garage. Raconte-nous ça. Oui, ben j'ai reçu une belle invitation là, du prestateur de plafond puis de Claude. Que j'ai sauté sur l'occasion. Là. C'est des gars super sympathiques. Puis j'ai écouté quelques épisodes, dont le tien auquel tu avais participé. J'aimais ça, leur style, un peu d'humour, mais qui s'intéresse quand même à des choses en profondeur. Que j'étais allé sur leur podcast, c'était bien agréable. On est allé dans tout en humour, tout en émotion. On a navigué sur plein de sujets, fait que c'était super intéressant. Oui, parce que tu les as surpris pas mal avec un sujet là, qui était assez touché, là. Oui, ben c'est ça, comme que je raconte dans le podcast. Moi, ma maman est décédée l'année dernière, en octobre 2020. Puis elle a eu recours à l'aide médicale à mourir, étant donné qu'elle était atteinte de l'ataxie Friedreich, là, qui ressemble beaucoup à la cirrhose en plaques. Donc, ça, ils m'ont posé des questions là-dessus. Puis évidemment, ben ça emmène les gens souvent à se projeter aussi quand on parle de ce genre de sujet-là. Quand les gens, si ça arrivait à ma conjointe, si ça arrivait à mon garçon, à ma fille, si ça m'arrivait à moi. Donc, je les ai emmenés sur ce sujet-là. Puis, il y avait beaucoup de questions. Fait qu'on est resté sur le sujet relativement longtemps, puis j'ai détaillé quand même beaucoup mon expérience. Là. Donc, les gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont curieux, ben allez écouter l'épisode des podcasts de garage. Là. On a une très belle conversation là-dessus. Puis ils sont super fins. Puis là, j'ai eu enfin leur bière, la PDG 50, qui ont fait brasser à la brasserie Inox. Puis toi puis moi, ben là, aujourd'hui, on enregistre, on est le 22 décembre, on veut être intemporel, là. Mais on est allé ensemble à la malterie Côte-Laflamme. Moi, je leur ai vendu une tonne d'orge, puis il est venu avec moi, on a visité les installations, on a enregistré un podcast avec les gens de la malterie aussi en même temps. Puis c'était la première fois qu'on se rencontrait pour de bon, là. Oui, c'est ça. Ben toujours en Zoom et tout ça, quand on collabore, à un moment donné, on aime ça, se rencontrer en chair puis en os, là, comme dans l'ancien temps, si on veut. Fait que c'était une superbe journée où est-ce qu'on a appris beaucoup, je pense, toi puis moi, sur tout le processus là, de maltage de l'orge, entre autres, là, puis d'autres céréales. Donc, c'était super intéressant. Une belle entreprise que j'ai découvert aujourd'hui. Ben oui, moi aussi. Bon, hey, on va commencer. On va présenter du nouveau monde qui vont participer au podcast. On va commencer avec une personne que je connais un peu, qui travaille pas loin de chez nous, de Nicolette, Marie-Philippe Dano. Salut. Démiaud ton micro, ça va aller mieux. Ben oui, c'est ça, hein, ça va aller mieux comme ça. Salut! Salut! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi aussi? Ben oui. Hey, tu vas nous dire un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que je pense que tu es agronome, je crois. Pas tout à fait, non, c'est ça. Je suis pas au stade d'agronome encore. Moi, je suis technologue, ouais. OK, technologue professionnel. Bon, parfait. Ouais, exact. Fait que, explique-nous un peu la job que tu fais, puis aussi de quoi tu vas venir nous parler.
OK. Bon, ben moi, dans le fond, en gros, je suis... mon vrai titre, c'est conseillère en production végétale. J'ai fait un DEC de gestion et exploitation d'entreprises agricoles spécialisé en grande culture à l'ITA. Puis là, ben c'est ça. Dans le fond, écoute, c'est ça. Je rencontre les producteurs, je vends du stock, comme on dit, une vendeuse. Mais tu sais, ça va au-delà de ça. Là. On sentait que dans ma job, c'est plus, oui, 50% vente, là, mais 50% c'est du terrain, puis conseiller, puis analyser, puis tu sais, prendre des portraits de la ferme, que ce soit des fois un peu plus technique, mais un peu plus des fois économique, tu sais, essayer de faire avancer les clients, là. Non, c'est bien cool. Puis, tu travailles pour quelle compagnie? Ça, tu peux le dire, il n'y a pas de gêne, là. OK. Bon, ben, je travaille pour AgroCentre Technova. Fait que, c'est ça fait déjà 7 ans. Ça va faire 7 ans, là, au mois de mars que je suis là. OK. C'est quand même pas pire parce que tu as un beau tatou vert coop poussé sur la main. Ben, c'est un addon, là. C'est vert feuille, parce que j'aime beaucoup le végétal. C'est une farce. Bon, hey, de quoi tu vas nous jaser, toi? J'ai décidé d'aller avec un sujet que, dans le fond, que j'affectionne particulièrement. Au départ, j'ai décidé de parler un peu des nutri-chaulants parce que, bon, cet automne, on a eu un peu d'effervescence autour de la hausse des prix des intrants. Fait que ça m'a aligné sur ce sujet-là, mais par la bande, je réalise que des analyses de sol, la chimie du sol, comment que ça marche un sol, c'est assez vague encore pour les producteurs. Puis souvent, faut revenir sur ces notions-là. Fait que je pense que juste pour me rendre à ce que je veux parler, je vais avoir une couple de chroniques là-dessus. Là, peut-être comment déchiffrer une analyse, tu sais, concrètement, le plus rapidement possible aussi, puis qu'est-ce qui peut aider un producteur des fois à faire des meilleurs choix. La chimie du sol, puis ensuite on s'en irait vers les nutri-chaulants. OK. Bon, mais ça a de l'allure, ça. Fait que, bon, ben, je te remercie beaucoup, Marie. Donc, on va passer à quelqu'un d'autre. Fait que, Super. on va commencer à faire des enregistrements bientôt, là. Parfait. Bonne soirée. Merci. Salut. Ensuite, on va passer à Evan Gosselin, que vous avez déjà entendu au podcast, qui est venu nous parler de son magasin de jouets. Salut, Evan. Hey, bonjour, gang. Yes. Vous allez bien? Ben oui, toi? Ben oui, ça va. Good. Bon, on te connaît, tu as déjà passé, fait qu'on on sait où tu travailles et qu'est-ce que tu fais aussi. Toi, tu vas venir nous jaser de quoi dans des chroniques? Écoute, moi, je me sens un petit peu comme l'intrus parce que je sais que les chroniqueurs, là, appelons-les comme ça, là, je sais que les chroniqueurs ont tous des sujets pertinents. Je dis pas que moi, c'est pas pertinent, mais c'est beaucoup moins peut-être appliqué aux gens du domaine. Moi, je vais venir parler un petit peu de de ma passion là, qui est rendue de plus en plus, qui prend de plus en plus de place là, dans ma vie, là, si on peut dire. Là. Moi, j'ai une boutique de jouets spécialisée, agricole, industrielle. Fait que je vais venir faire des petites chroniques jouets pour aider les gens un petit peu à. Parce que tu sais, c'est ça, c'est très, très vague. Là. On a en tête un tracteur, juste un jouet, mais dans les faits, il y a plusieurs types. Il y en a que c'est plus des jouets, il y en a que c'est plus du collection. Puis, il y a différentes qualités. Il y a beaucoup... moi, je travaille beaucoup avec des fournisseurs européens. Fait que, on tombe dans une autre catégorie de jouets, une autre approche. Fait que, je vais essayer un petit peu démystifier tout ça pour que les gens soient un peu plus avertis avant de faire des achats. Hein. Parce que la semaine passée, dans Terre de chez nous, il y avait eu un article, justement, là, c'est un de mes chums de gars, c'était Sam Lefebvre, qui a passé au podcast, lui, avec. Il y a une grosse collection de tracteurs. Puis ça va passer en tête de chez nous, là, le plaqué qui était rempli de tracteurs, là, tout cordé un à la suite de l'autre. C'est impressionnant quand on voit ça, parce que, tu sais, c'est pas... à moins que quelqu'un ait beaucoup d'argent qui arrive, qui va acheter une collection déjà existante, de monter une collection comme ça, c'est des années et des années, voire des 10, 15, 20, 30 ans là, je dis d'ouvrage, là, tout étant relatif, là. Mais tu sais, il faut être patient pour monter une collection. Là. Ça se fait pas ça se fait pas en quelques semaines. Là. Non. Elle coûte 10-15$, puis à un moment donné, tu te montes une bonne collection. Là. Ah ouais, puis quand on va aller dans des pièces de collection, on peut aller tu sais, il y en a qui vont tu sais, 3, 4, 500, là, c'est pas rare, là.
Good. Fait que, puis tu voulais pas nous faire aussi, mettons, l'histoire de Hertel, l'histoire de Brouder ou un peu? Oui, ben c'est ça. C'est sûr que, tu sais, je veux, c'est ça, j'aimerais ça, là, amener des chroniques un peu plus comme historiques. Oui. Faire un peu la genèse de qu'est-ce qui a amené, tu sais, parce que quand on va, mettons, chez les concessionnaires, que peu importe qu'on est chez John Deere, Case, New Holland, peu importe, nommez-les, généralement, généralement, c'est le même fabricant qui fabrique les différentes marques. Mais tu sais, qu'est-ce qui a amené cette compagnie-là à s'enligner là-dessus? Puis moi, je travaille, j'ai la chance de côtoyer un fabricant européen qui, lui, lui a racheté l'entreprise de son père. Il exploite ça avec ses 3 frères. Fait que, tu sais, j'ai quand même accès à beaucoup d'informations privilégiées, là, si on peut dire. Là. Fait que c'est toutes des choses que je vais vous jaser en cours de route. Good. Un gros merci, Evans. Ça me fait plaisir en passant. Good. Ben, nous autres ici, ça va nous faire bien plaisir d'apprendre un peu plus sur les jouets. Guillaume Doré de Cevita International. Ça va bien? Oui, salut Christian, ça va super bien, merci. Good. Oui, bon, toi, de quoi tu vas nous venir du genre? Ben, présente-toi un peu, Colin, là, tu travailles pour Cevita, là, j'ai de vendre la mèche un petit peu trop vite. Oui, ben, il n'y a pas de problème. Effectivement, je travaille pour la compagnie Cevita International. Dans le fond, je suis directeur des ventes et des contrats pour cette compagnie-là. Je suis également agronome, diplômé de l'Université Laval. Fait que dans le fond, on est une compagnie spécialisée en soya IP, principalement. Mais on a aussi une gamme de soya OGM. Fait qu'on est exclusif soya. Fait que c'est ce que je vais vous parler du soya, bien entendu. Je vais axer ma chronique sur le soya IP conventionnel, le soya sans OGM. Puis, dans le fond, je pense que ça pourrait être intéressant de parler au niveau transformation. C'est quoi les besoins des acheteurs? C'est quoi qu'ils recherchent? Et puis, on pense souvent que c'est la protéine qui est vraiment recherchée. C'est ça qui est discuté souvent. C'est quoi le pourcentage de protéines dans le soya? Bas, moyen, élevé. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est toutes les composantes organoleptiques du soya, un coup transformé. C'est les isoflavones, la sucrose. Ça peut être aussi, on a développé un soya à haute teneur à acide oléique, sans OGM. C'est le premier au Canada, si c'est pas en Amérique du Nord. Fait que c'est un peu ce que je pensais là, aborder là, durant la chronique. Ah bon, c'est bien parfait. C'est ça que je t'avais demandé. Tu sais, il y a du soya qui est fait pour du tofu. Il y a du soya qui est fait pour faire des boissons. Tu sais quoi la différence entre un soya et l'autre? Puis l'autre, c'est surtout pour les marchés, là, comme les marchés d'exportation. Tu sais, on sait que les Japonais, ils demandent un produit bien précis. Fait que, tu sais, la tonne de soya qu'on va te livrer, une fois qu'elle est criblée aux spécifications de l'acheteur, tu sais, il peut en rester combien de pourcents? Tu sais, des trucs du genre, là, c'est plus le côté qu'on voit pas jamais, là. On livre le soya, ça finit là. Moi, j'ai mon chèque, merci, je suis heureux. Mais dans le restant, tu sais, on va décortiquer un petit peu plus ce qui se passe entre les deux, là, entre la livraison puis jusqu'au client final. Oui, exactement. L'arrière-scène, comme on pourrait dire. C'est ça. Ouais, je pense que ça va être super intéressant. On pourrait aborder l'aspect exportation. Là, juste récemment, là, avec les inondations dans l'Ouest, là, ça a été compliqué à ce niveau-là pour les voies ferroviaires. Donc, puis on l'a vu aussi là, dernièrement avec le bateau qui est resté pris dans le canal de Suez. Là, l'exportation, c'est pas évident. Là. Fait que, oui, c'est un beau sujet à aborder. Bon, good. Hey, un gros merci, Guillaume. Hey, ça fait plaisir, Christian. Maintenant, un de sa gang, parce qu'ils vont être plusieurs, c'est Yannick Beauchemin du Club Yamasol. Oui, Christian. Salut, Yannick. Ça va bien? Ben oui. Hey, finalement, tu ne vas pas walker à soir? Mais non. Non. Ils ont tout coupé ça. Hey, c'était notre party des Kuipers. Ça, dans ce temps-là, quand notre game de ligne de garage, tout le talent est nivelé par le bas. Parce que prendre du Kuiper avant une game, t'imagines-tu comment que ça fait? D'habitude, c'est mémorable, mais là, écoute, pandémie oblige. Fait que on a Arena de Bécancour
fermé, puis on a notre party de Noël pris le bord. Tu veux qu'on fasse. Fait que tu vas être obligé de décaper chez vous. Ouais, exactement. Mais je pense que le décaper pourrait être une solution en pandémie, ça. C'est tellement mauvais, là. C'est tellement mauvais, tellement fort, mais je vous dirais que, écoute, peut-être on prendrait des meilleures décisions que peut-être le gouvernement. Que veux-tu? Ouais, il s'en règle-tu? On refait le monde, ça, la boisson. Ouais, exactement. Donc, je suis contente avec vous autres, Christian, puis comme je dis, Daniel aurait voulu être là, puis écoute, je vais présenter ma gang, il n'y a pas de trouble. Là. On va pouvoir avoir des bons sujets pour vous autres. Là. Good. Parce que vous autres, je vous ai demandé, c'est surtout la partie agro-environnementale que je vous ai demandé. Oui, exactement. On va aborder un petit peu plus cette technique-là. Là. Oui, exactement. Parler de santé des sols, rotation, bande riveraine surtout, puis les implications qu'on peut avoir avec le lac Saint-Pierre. Écoute, le centre du Québec, là, Club Limassol, on est bordé d'une richesse naturelle quasiment de l'UNESCO, là, lac Saint-Pierre. Puis Christian, les terres en fait partie, même il y a des terres bien proches. Là. J'ai des terres inondables sur le bord du lac, puis tout ce que je cultive coule dans le lac. Moi, je suis tout dans le bassin du lac Saint-Pierre. Exactement. Fait que il n'y a pas le choix, il est sur la loupe. Fait que les bonnes pratiques, c'est ça à travers ça. Puis je pense qu'on va développer des capsules. On a partagé aux autres conseillers le voir pour faire des petites capsules pour ça, pour justement des fois on entend dire que les efforts que les producteurs font, mais valoriser vraiment les. Des fois on reproche aux producteurs qu'est-ce qu'ils font pas, mais qu'est-ce qu'on les producteurs font. Faut le valoriser amplement, les bonnes pratiques qu'on voit, puis il y a beaucoup d'améliorations. Dans le podcast qu'on a fait, Christian, on s'est amusé à dire, comme nos terres sont améliorées grandement, sont drainées, nivelées, puis c'est plus comme c'était, puis les engrais verts qu'on fait, tout valoriser ça. Je pense que on a une belle notion là, de pouvoir démontrer l'effort des producteurs à travers ça, l'agro-environnement, puis moi, c'est sûr, comme les gens me connaissent un peu, à travers le club, j'ai les deux chapeaux à porter, fait que je suis mal placé pour pas montrer l'exemple. J'en suis un producteur aussi. Fait que de démontrer la démarche de l'agriculture durable, les démarches durables, je pense que ça a toujours sa place. Ben oui, c'est ça. C'est comme moi, là, quand je fais une bande riveraine, c'est parce que là, le champ, j'ai plus d'amélioration physique, entre parenthèses, à dire. Fait que le champ, il est nivelé. Il est prêt, là. Il est prêt. Là, je peux faire une bande riveraine, puis elle nuira pas, dans le fond. Je ne l'aurais pas dans les jambes si j'aurais nivelé une deuxième fois, par exemple. Ou exactement. Elle va être permanente, là. Ça va être là pour... Puis c'est une zone tampon. C'est une zone tampon que finalement, les producteurs, faut décrire que c'est une zone qui était très importante. Puis souvent, les gens payent, les producteurs payent les prix des terres, oui, très, très cher. Puis ils ont l'impression de perdre une bande de terre, mais cette bande-là, c'est sûr qu'elle a sa place. Puis il faut la valoriser par plein d'options qu'on peut des arbustes ou peu importe, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus. Là. Fait que, je pense que c'est d'amener ça, là. Ben oui, c'est ça. L'agro-environnement, on y va étape par étape. On est comme rendu à aller un peu plus loin là-dedans. Là. Il y en a plusieurs ont nivelé deux terres. Là, faut faire une coche de plus. Là. Tu peux pas tout faire la même année. Non, puis tu le sais, Christian, t'es producteur aussi, mais je pense qu'il faut... socialement, on a intérêt à le faire, mais le producteur, souvent, il se sent lui-même seul chez eux, mais le gouvernement a intérêt à... Il y a des paiements anticipés qui peuvent se faire, crédit d'impôt, peu importe. Je pense que collectivement, c'est important de pouvoir valoriser ces bandes-là. Puis, autant les pratiques culturelles, les rotations, la santé des sols, je pense que tout le monde va être bénéficiaire de ça. Fait que je pense que c'est un atout pour tout le monde. Là. C'est juste que là, les producteurs, souvent, font leur effort, puis... quand tu pars, là, tu sais, Christian, quand on est avant-gardiste, on passe toujours avant les subventions. Fait que là, on démarre de quoi ou on fait une bande riveraine. Moi, je reçois des clients, je reçois des producteurs, puis ils disent, écoute, Yann, t'as ben trop de bande riveraine, t'as 2-3 mètres, toi, mais j'ai pas une perte de rendement, j'ai vraiment une bande qui est vraiment tampon, qui fait sa job, là. Fait que, c'est d'amener ça là, à tout le monde, là. C'est ça, c'est parce que, comme moi, quand j'ai commencé à en faire, la première était le plus serré possible, selon les normes du MAPAC. Mais là, ça m'a amené un autre problème, c'est que je suis pas capable de passer avec mon tracteur à gazon entre le pays de plastique puis la décharge. Fait que là, à ce temps, je l'ai fait plus large pour avoir du lousse pour aller tondre ça, pour faire l'entretien avec le tracteur à gazon. Bon. Yannick Agelé.
Plus rien. OK, salut Yannick. M'entendez-vous, là? C'est revenu? Bon, c'est revenu. Excellent. Good. Fait que, dans ton équipe, si tu peux les présenter rapidement, s'il te plaît. Oui, il y avait Danny Carey, qui est agronome au Club Limassol. Il y a Bruno Morin, qui est agronome aussi. Il y a Amélie Gondin, Louis Genet, Jonathan Baudouin. Tu as Sylvie Huard qui est avec nous autres. Fait qu'on a vraiment, puis on a avec moi, là, on est 7 agronomes là, au club là, pour pouvoir desservir environ tout près de 180 producteurs dans le centre du Québec. Parfait. Bon, ben, un gros merci, puis bienvenue aux chroniques des podcasts agricoles. Merci, Christian. Toujours un plaisir. Yes. Ensuite, on est rendu à Mathieu Faneuf. Mathieu, la caméra. Bonjour, mon Christian. Yes. Peux-tu allumer ta caméra, s'il te plaît? Ouais, je l'avais enlevé tantôt parce que ça a lagué un peu ma connexion. Je pense que je reste trop loin dans la grande campagne. Et si bon, alors ferme ta caméra, maudit que t'es lettre. Non, c'est pas vrai. C'est une classe. Yes, Mathieu. Ouais, je vais couper les cheveux. Oui. Bon, toi, t'as déjà passé au podcast. On te connaît déjà un peu. Ça fait longtemps, par exemple. Si tu veux rien que rafraîchir la mémoire, t'es dans les premiers qui ont passé au podcast. Ouais, ben dans le fond, j'étais venu présenter un peu mon cheminement là, d'entrepreneur au travers de Agrilog. Fait que bon, Agrilog, pour ceux qui connaissent pas, on aide les producteurs à optimiser leur récolte, dans le fond, au niveau de l'entreposage puis du séchage des grains. Fait que j'étais venu parler de mon parcours et tout. Puis là, aujourd'hui, l'entreprise a évolué, on a plein de nouveautés, puis je voulais, dans les prochaines chroniques, amener des pistes de réflexion auxquelles on en est plutôt aujourd'hui à ce niveau-là. Entre autres, de parler un peu des stratégies de mise en marché des récoltes. Écoute, on fera pas un podcast là comme JP peut nous faire avec Grain Whiz. Moi, je suis pas les marchés, je connais rien, mais tu sais pourquoi on entrepose du grain? Pourquoi on le sèche? C'est quoi l'idée? Au final, on cherche à optimiser la valeur de notre récolte. Fait que le calcul vaut le travail, puis quelle stratégie on peut prendre? Quelle stratégie on peut prendre pour... Souvent, Mathieu, c'est parce que le monde, il achetait des silos, mettre le grain dedans, puis attendre que le prix monte. Ouais, c'est ça. Ben, ça peut être... Il n'y a pas vraiment de stratégie en arrière à part que de le mettre dans le silo puis attendre. C'est ça. Mais vaut mieux prendre quelques minutes pour avoir une réflexion un peu plus. Tu n'as pas de recul pour y réfléchir, pour vraiment faire les bons choix, puis au final, vraiment réussir l'objectif qui est d'optimiser les revenus de ma récolte. Parce qu'au final, si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien à part de se donner de la misère. Fait que, bon, à force de rencontrer des producteurs, chaque entreprise est à un différent stade. Là. Il y a des producteurs qui n'ont carrément aucun équipement, puis ils disent, ben là, j'aimerais ça passer à l'autre étape. L'année d'aller livrer mon stock, j'aimerais ça tirer mon épingle du jeu. Ça peut être une ferme laitière qui a acheté un lopin de terre voisin parce que, bon, le voisin, il décide de me mettre en vente, mais là, il peut pas nécessairement doubler sa ferme laitière, mais il peut commencer à faire de la production de grains. Fait que, c'est quoi ses options? Tu as l'autre producteur qu'il peut avoir déjà une bonne ferme, puis encore là, il grossit ses capacités. Ben, c'est quoi les options qui s'offrent à lui? Il y a vraiment, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas une solution, mais il y en a une multitude dépendamment de l'entreprise. Fait que c'est de parler un peu de tout ça, voir c'est quoi les différentes options, puis quelle réflexion le producteur pourrait avoir pour justement faire des choix éclairés que de juste mettre du grain dans un silo puis d'attendre que ça monte. Yes, ouais, c'est ça. Bon, là, moi, je t'avais demandé, mettons, parler un peu plus des ventilations, la différence entre les ventilateurs, puis après ça, peut-être un autre pour parler plus de ventilation du grain et non de ventilateur. Tu sais, c'est deux sujets quand même assez différents, là. Deux sujets que tu maîtrises très bien, par exemple. Oui, dans le fond, il y a au niveau des équipements, il y a beaucoup de choses à dire. Au-delà de chez un ventilateur, OK, c'est quel équipement que j'ai? J'ai-tu
un silo, j'ai-tu plusieurs petits silos, un gros silo, des silos qui sont pas trop hauts, plus larges. Fait que, dépendamment justement de la dimension du silo, ben la méthode moi je pourrais dire mon processus de OK, je choisis à quel ventilateur partir, à quel moment dans l'année, à quelle fréquence, ben ça va quand même varier. Puis en plus, dépendamment du type de grain aussi, il va avoir un impact. Là, si j'ai des céréales, ben c'est plus tassé, fait que c'est plus dur à ventiler, fait que est-ce que ça va prendre plus de temps? Si j'ai du maïs, du soya, ben il y a ça aussi. Là, il y a le grain plus grossier, ça se ventile mieux. Comment que le grain réagit? Puis ça serait quoi mon planning pour gérer ça de façon judicieuse pour encore là optimiser ma récolte. Si je ventile trop mon soya puis il devient tout sec, mais quand je le sors puis je le passe d'un vis puis je le hache, c'est sûr qu'il n'y aura pas autant de tonnes qui va se rendre en Asie à l'autre bout. Là. Non, c'est quand il va sortir de chez nous, il va être tout cassé. Puis après ça, le centre de crible, il va le passer aussi dans des équipements, il va encore tout casser. Fait que je sais pas combien c'est quoi les taux de rejet, mais je pense qu'il peut être assez élevé là, si mon grain est trop sec. Là. Oui, il faut y faire attention. Ben, c'est ça. Fait que faut le ventiler de façon adéquate. Il y a des techniques. Écoutez, cette année, j'ai un producteur, il a dû récolter du grain sec, il l'a ventilé, fait qu'il l'a réhumidifié. Fait que quand il l'a livré, ben, il était un peu plus mou. Ben, il était moins cassant. Fait que l'acheteur, il en tire profit, puis le producteur avec, parce que ben, il se fait pas couper, puis il est plus pesant. Il y a plus de tonnes d'eau dans le truck. Fait que, il y a moyen d'optimiser sa récolte. Tout le monde soit content au final. Yes. Bon, ben, un gros merci, Mathieu. Puis là, j'avais aussi quelqu'un qui est arrivé pour se connecter. Finalement, ça ne marchait pas trop bien pour le son. Mais c'est Isabelle Dorion. Puis elle, chronique peut-être un peu plus côté animal. Là, c'est plus sa spécialité. Là. Parce que là, à un moment donné, j'ai dit, ouais, c'est parce qu'on est gros dans les grains ou dans les grains ou dans le champ. Fait que ça prenait quelqu'un au moins qui parle un peu d'animal. Puis aussi, de mon côté, moi, je vais interviewer, mettons, un producteur de lait, ou un producteur d'œufs, un producteur de poulet. Puis, on va prendre chacun des quotas, puis on va comme les décortiquer. Ça fait que, après le podcast, dans le fond, on va faire une chronique qui va être présentée les lundis. Fait que là, il va en avoir un qu'on va parler juste du quota de lait, une juste du quota de poulet, une du quota d'œufs. On va essayer de le décortiquer. Essayer de comprendre un peu plus le fonctionnement de toutes ces belles babelles-là. Ensuite de ça, bon, ben, ça serait pas mal tout. Là, ça fait quasiment un an, moi, là, que je suis dans un podcast. Vous autres, avez-vous des critiques à faire? Constructives, on s'entend? Y a-t-il des affaires que vous avez moins bien aimées? Ou s'il y en a qui veulent... Ben, moi, il y a quoi j'aimerais dire? Moi, je te dirais... Oups, tout en même temps. Ouais, on a trop de choses à dire, là. Moi, je te dirais, Christian, que je voulais te féliciter parce que tu as fait un an de constance, ce qui est pas facile. Vraiment pas. Moi-même, je l'ai pas été parce que, bon, la vie. Mais tu as réussi semaine après semaine à produire du contenu. Puis je sais que c'est pas facile. Puis moi, je trouve ça le fun de te voir aller puis de nous faire découvrir plein de producteurs. Puis c'est quand même beaucoup de travail pour le faire de temps en temps moi-même. Fait que je voulais te féliciter, en fait, pour ton projet. C'est un beau projet, puis je suis super fière d'avoir l'honneur, en fait, d'être une de tes coéquipières. Fait que c'était ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Sais-tu c'est quoi qui est plus difficile? C'est de planifier un rendez-vous. Parce que des fois, quand ça arrive à la dernière minute, ben non, il y a quelqu'un qui va te choquer, mais là, c'est tout le temps, il faut que je demande, bon, on peut-tu pas? C'est ça qui est un peu le plus demandant, là, c'est de tout le temps trouver quelqu'un. Enregistrer, une fois qu'on est enregistré, ça c'est correct, on met ça, après ça, c'est publié, mais c'est toujours de trouver quelqu'un, puis de planifier le rendez-vous, puis c'est ça qui est un petit peu plus la plus grosse job là, à faire, là, c'est ça. Mais enregistrer, c'est le fun. Mais tu l'as quand même réussi. Oui, j'ai toujours réussi à trouver quelqu'un. Puis à un moment donné, il fallait que je parte à la pêche. Là, je dis, ouais, là, j'essaie. Là, il fallait que je trouve quelqu'un. C'est du un rendez-vous pour que je revienne de la pêche, pour pas avoir à trouver ça en revenant, tu sais. Non, j'ai pas mal de fun, par exemple, à faire ça. Là.
fais ça bénévolement, ceux que je n'ai pas une grosse paye via Patreon, là. Mais ça sert à se rééquiper, à mettre à moderniser les équipements, si on veut, là, pour essayer d'avoir une meilleure qualité de son, quoi que ce soit, là. Yes, Mathieu, qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Ben, je vais te féliciter aussi parce que tes capsules sont toujours excellentes, puis bon, tes sujets, les gens qui participent, ils ont toujours... tu as réussi à aller trouver des petites perles là, dans des coins cachés, disons, du Québec, puis tu as réussi à nous couper ça après 1 heure, là, puis nous laisser en haleine, là, qu'on est tellement sur le bout de notre chaise qu'on dit, bon, ben, on manquera pas la prochaine. C'est vraiment... en tout cas, les sujets sont excellents, puis après 1 heure, on s'en est même pas rendu compte, l'heure a passé, puis on sort tout de suite sur la prochaine capsule. Fait que vraiment, franchement, là, félicitations. Ben, merci. Le pire, c'est que souvent, plus que les podcasts sont longs, plus qu'ils sont faciles à faire. Parce que ça coule bien entre les deux, fait que tu jases, maintenant, je regarde le chronomètre. Tabarouette, on a tant de temps que ça de fait. Tu sais, comme avec Paul. Paul, tu le connais, Paul Caplette, tu lui demandes comment ça va, ça lui prend 3 quarts d'heure de te répondre. Ça va-tu bien? Ça va bien avec quelqu'un comme lui, là. Paul, il a toujours mis des choses à nous dire, puis c'est toujours nouveau. Il essaie tellement d'affaires que finalement, il y a toujours une nouveauté à te compter. Puis non, c'est avec Paul, tu l'appelles, ben, il faut que tu planifies. Tu dis, bon, je l'appelle Paul, je me garde 45 minutes, 1 heure. Ouais, c'est ça. Puis, vous autres, vous avez-vous de quoi à dire aussi, Yannick, par exemple? Ouais, très intéressant, Christian. Fait comme je te dis, là, fais une bonne job, puis c'est facile de parler quand j'ai été avec toi, avec Alex, là. C'est sûr que j'ai pas battu le record à Paul, mais c'est parce que il était tanné, Christian. Fait qu'à un moment donné, il a arrêté ça. Ben non, c'est toi qui n'avais plus rien à dire. J'étais quasiment déçu. On n'a même pas fait 1 heure avec Yannick. Hein? Ouais, c'est ça. Hein? Mais il faut dire, parce qu'on avait enregistré un autre podcast avant avec Yannick pour une émission que je fais avec Alexandre Couture sur Patreon qui s'appelle Dion et Couture. Fait que Yannick était avec nous autres. Il avait profité du moment. Bon, on a profité de lui d'une certaine façon. Fait qu'il était venu nous jaser. Fait que là, tu sais, ça faisait quand même un gros 2 heures. Sauf que la petite erreur qu'on a faite quand on a fait le podcast, mettons, avec toi, il était comme diffusé 2 semaines plus tard. Là, après ça, tu sais, comme tantôt. Ouais, c'est parce que là, comme tantôt, on va diffuser que dans 2 semaines, là, ça marche plus le tantôt, là. Ça marche pas, là. C'était bien intéressant. C'était le fun de s'entendre avec vous autres, là. Oh. Fait que la bière était bonne, en tout cas. Yes, ouais, la bière Pioneer. Ouais. Yes. Toi, Guillaume, de ton bord? Ouais, ben moi, là, on a couvert différents sujets, mais je vais essayer d'aller ailleurs. D'un, les sujets sont très intéressants. Ce que tu as abordé, c'était super le fun. Les producteurs que tu as interviewés, c'était très intéressant. Puis l'autre chose que j'apprécie beaucoup des podcasts, c'est ton naturel. Puis le naturel des podcasts, c'est sincère, c'est simple. Je pense que c'est à l'image des producteurs québécois. Fait que ça, c'est super le fun. Puis, je rajouterais aussi d'un podcast un avantage, c'est qu'on voit pas les visages, dans ton cas, Christian. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Mais en fait, on voit pas les visages, mais on entend la voix. Puis, tu as une voix radiophonique. Tu sais, c'est le fun à écouter. Fait que ça, c'est un autre côté, le fun des podcasts agricoles du Québec. Puis on voit aussi mon côté où je prends beaucoup de notes. Fait que ça, c'était les notes que j'ai prises aujourd'hui à Malterie. Puis après ça, c'est tous les noms qui participaient à soir. Je prends à peu près jamais de notes. Ça, c'est peut-être mon gros défaut. Des fois, je viens pour poser une question, je l'ai échappé. Fait que là, je ne l'ai pas pris en note. Ce qui fait le naturel, c'est ça qui est le fun. Puis surtout que, comme toi, Guillaume, t'es appelé à voyager quand même pas mal, visiter des champs. Fait que quand t'es dans le pick-up, ça va bien, écouter des podcasts. Moi, c'est tout le temps à ce moment-là, quand je conduis, surtout que j'en écoute, là. Oui, clairement. La semaine passée, je me suis tapé une gang de tes podcasts là, en fil. Là. J'étais sur la route toute la journée. Là, fait que, ouais, ça passe le temps, puis c'est super intéressant. Good. Evans, toi, de ton bord, parce que toi, tu fais pas mal du télétravail. Fait que, as-tu le temps d'en écouter des podcasts?
Ben oui, quand même. Étrangement, pas étrangement, mais tu sais, je fais quand même passablement de route aussi. OK. Des fois, je monte au bureau à Saint-Hyacinthe là, pour mon eau de vie de négocier en grain. Fait que souvent, quand je monte à Saint-Hyacinthe, c'est ça, je me tape un bon 500-600 km dans ma journée. Fait que honnêtement, c'est souvent là que j'écoute les podcasts. J'aime ça, ça me... Tu sais, je rentre comme dans ma bulle, là, puis j'adore les moments. Puis écoute, j'en profite pour te féliciter, Christian. Honnêtement, en toute humilité, ça fait pas tant longtemps que j'écoute les podcasts. Là, mettons, je suis en mode rattrapage. Mais j'adore ça. J'adore parce que je trouve que, je trouve que tu tires large un peu. Puis j'aime ça. J'aime ça, tu sais, c'est pas juste du agricole. On voit un peu, tu sais, dans les histoires familiales un peu, mettons, dans des transferts de fermes. J'en ai écouté un là, la semaine passée sur le cowboy. Puis, tu sais, je trouve qu'on reste dans le domaine agricole, mais plus en largeur. Puis, j'adore ça. J'adore de voir toutes ces ramifications-là là, au domaine agricole, si on peut dire. Une autre question de même. Merci beaucoup. Est-ce que je vous ai fait découvrir qu'est-ce qu'était un podcast? Parce qu'il y en a beaucoup, là. Tu sais, comme moi, le premier défi, c'est de faire découvrir des podcasts au monde, parce que beaucoup de monde ne connaissent pas ça encore. Tu sais, Marianne, elle connaissait ça. Ça, c'était pas un problème, là. Mais, tu sais, comme Alexandre Couture, par exemple, là, qui anime avec moi des podcasts, lui, avant ça, il connaissait pas ça, là. C'est-tu pas mal pareil de votre bord? Tu sais, c'est comme... Dans la dernière année, c'était quelque chose que vous avez découvert? Personnellement, oui. Oui. Puis, honnêtement, je pense que tu gagnes à être connu beaucoup, Christian. Et je sais pas qu'est-ce qui... À part que le bouche à bouche, je sais pas qu'est-ce qui pourrait... Fais du bouche à oreille. T'aider à toi. Bouche à oreille, ouais. Je suis fatigué. Ouais, à part que le bouche à oreille, tu sais, c'est comme une forme de réseautage un peu, là. Mais tu sais, dans le fond, si... tu sais, je sais pas qu'est-ce qui pourrait t'amener à être encore plus connu, parce que je pense que les gens gagneraient beaucoup à te connaître, à connaître les podcasts agricoles. Il y a une fonction sur Facebook qui s'en vient. Je t'inscris dessus. Tu vas pouvoir écouter le podcast directement sur Facebook au lieu de que tu cliques dessus, que ça t'en rouvre une autre application. J'imagine que ça, quand ça va marcher, ce petit module-là dans Facebook, j'imagine que là, les écoutes vont se mettre à monter. Parce que là, tu sais, présentement, là, ben honnêtement, moi, je cherche à avoir, quand je lance un podcast, je veux avoir au moins 100 écoutes rendues à la fin de semaine, puis au moins 150 quand j'ai une semaine de fête. Parce que, tu sais, au Québec, là, quand tu as pogné de 200 écoutes, là, tu peux te taper des mains, là. C'est pas... Fait que là, tu sais, j'ai au-dessus de 500 personnes qui ont liké la page des podcasts agricoles sur Facebook. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui écoute des podcasts, là. Fait que c'est de ça à faire plus connaître. Tu sais, je lance un podcast, mettons, je l'annonce sur Facebook, il y a quasiment pas de... Tu sais, il est tout le temps marqué là, en bas, là, quand tu as une page entreprise, le nombre de personnes de toucher. Ça touche quasiment pas personne. Tu publies des photos comme aujourd'hui, plein de likes, puis là, ça pogne, rien que les photos. Mais là, tu sais, j'ai pas un podcast, là. C'est rien que des photos que j'ai publiées aujourd'hui, là. Tu sais, que je suis allé à Malterie avec Marianne, c'est rien que ça que j'ai publié. C'est ça qui pogne. Mais que la fonction, écouter le podcast directement dans Facebook va être là, d'après moi, parce que le monde est sur Facebook. Fait que faut que ça marche là-dessus. Aux États-Unis, je pense qu'elle marche, cette fonction-là. Au Canada, elle tarde un petit peu. Parce que quand il y en a qui... Tu sais, j'ai reçu un texto un dimanche soir à 9h30. Hey, je viens de te découvrir, c'est super bon. C'est le fun, là. Mais tu sais, tu aurais pu attendre le lendemain matin ou à texter aussi, là. Mais... Donc, avez-vous d'autres choses à rajouter? C'est quand la prochaine? La prochaine quoi, tu veux dire? Le prochain podcast, là. Ben, lui va sortir le 29. Dans le fond, je faisais comme une pause cette semaine. Parce que je pensais sérieusement que Marianne t'as pour en sortir un. Fait que je n'y avais pas demandé. Fait que c'est pas bien grave, là. Fait que cette semaine, il n'y en a pas. Puis après ça, ça va recommencer le 29. Puis après ça, on recommence au mois de janvier. Puis ta planification, ça ressemble à quoi pour 2022, Christian? On peut s'attendre à en avoir
un par jour, un par semaine? Non, ça va être encore un par semaine. Non, pas un par jour, là, c'est ben trop d'ouvrage, mais un par semaine, là, c'est ben en masse. Ben en masse. Raisonnable. C'est déjà pas mal. Ouais, ben là, j'essaie de n'avoir en banque. Là, moi, mon objectif, c'est qu'au 15 février, je veux avoir tous mes enregistrements faits pour me rendre jusqu'au minimum le 1er mai. Okay. Moi, dans le temps des sucres, je vais avoir la paix. Le temps des semences, ça, c'est pas pire. Ça prend 6 jours au semer. Ça, c'est pas ça le problème. Moi, c'est le temps des sucres. Le temps des sucres, ça, c'est pas mal plus éreintant que le temps des semences. Parce que dans le temps des semences, quand ton champ est semé, il est semé. Tu ne retournes pas semer dedans. Dans le temps des sucres, c'est comme si on semait tous les jours, là, dans le même champ. Ouais. En plus, avec tes nouvelles entailles, là, tu vas avoir plus de job. Ben, pas cette année. On ne coulera pas cette année, cette érablière-là. Mais oui, puis toi aussi, tu as eu des entailles cette année, Marianne. Ben oui, mais là, moi, on passe ça de from scratch, comme on dit en anglais. Il n'y a rien de bâti, pas de cabane à sucre, on n'a pas d'équipement, l'érablière n'a jamais été entaillée. On part un gros projet, là, mais on a du temps là, jusqu'à février 2024. Oui. Une étape à la fois. Oui, c'est ça. Tout est à bâtir aussi. En plein ça. Good. Ben, ça, moi, j'ai eu... c'est 9600 livres de contingent qui donnait. Fait qu'on part avec 9600 livres. On va le prendre. On va le dépasser, inquiète-toi pas. On est capable de faire du rendement. C'est ça. Bon, sur ce, on va souhaiter des joyeuses fêtes, tout le monde. Absolument. Ouais. Joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. À tout le monde. Bye, là. Santé. Good. Fait que sur ce, on se reprend. On se retrouve en 2022. Donc, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye bye.